Bon, mesdames, messieurs, on vous propose d'enchaîner avec effectivement une intervention dans la continuité de ce qui vient de se faire, en se posant la question un petit peu des investissements nécessaires sur ces transitions, à la fois ce que sont les investissements aujourd'hui, ce qu'ils devraient être. Donc je vous invite à prendre place. Je suis Thierry Courtine, le chef de service recherche-innovation qui organise avec Thomas Cotinet et Thomas Le Sueur, que vous avez vu, avec qui je travaille, ce meet-up. Alors nous avons pensé effectivement à inviter, et c'est un grand plaisir d'accueillir Benoît Légué, qui est à la fois d'une formation d'ingénieur, qui a développé des compétences en matière de biologie, d'écologie, mais c'est surtout un économiste. Et c'est surtout un économiste, directeur général de IC4E, l'Institut d'économie pour le climat. Et il est aussi membre du Conseil supérieur sur le climat. Et il est aussi en charge donc d'un rapport et d'un panorama qui est sorti vendredi dernier pour faire un point sur les différents investissements. Donc je lui laisse la parole. Il nous a donné la primeur de quelques slides qu'il va nous commenter avec quelques chiffres. C'est important pour avoir une idée de où vont être les investissements de demain et pour les startups qui sont dans la salle et qui sont autour de cet écosystème d'innovation Green Tech. C'est important de savoir où vont être les investissements, où ils devront être. Et donc il va nous éclairer et peut-être nous titiller. Merci Benoît, je te laisse la parole. Merci Thierry, bonjour à tous. Alors effectivement, on va changer un petit peu d'ambiance. Je vais présenter quelques diapos, mais ça va bien faire le lien avec la table ronde précédente, j'espère. Puisque finalement, quand on a parlé planification, transformation de l'économie, la question à 100 roubles après, c'est dans quel secteur finalement on doit mettre les investissements. L'État nous dit qu'il va planifier, qu'il y a des trajectoires, etc. Mais dans quel secteur finalement je peux retrouver mes billes? Alors, attendez, je vais essayer de... Donc on va parler investissement, on va parler budget public, je vais beaucoup parler d'argent, je pourrais parler tonnes équivalent CO2, mais je préfère parler euros en général. J'espère que c'est un langage que vous comprenez aussi, et si vous ne le comprenez pas, je pourrais vous traduire ensuite en tonnes équivalent CO2. Alors, vous avez évidemment lu l'accord de Paris, donc je ne vais pas vous le rappeler. Vous avez bien en tête l'objectif 2 degrés, 1,5 degré. Ça, c'est le premier objectif que tout le monde a en tête. Il y a un deuxième objectif que vous avez peut-être moins, c'est s'adapter au changement climatique. Là, grosse nouvelle, il va y avoir des impacts du changement climatique. Vous en avez peut-être un petit peu senti les prémices en 2022. Et donc, il va falloir peut-être investir également de l'argent pour s'adapter au changement climatique. Ça ne va pas venir tout seul. Et le troisième objectif, moi, c'est l'objectif que je préfère et qu'on oublie en général, c'est rendre les flux financiers compatibles avec les deux objectifs précédents. Sous-entendu, on est peut-être aujourd'hui dans un monde dans lequel les flux financiers ne sont pas complètement alignés avec les objectifs climatiques. Et dans les flux financiers, nous, il y a un objectif qu'on regarde bien, enfin, il y a un flux financier qu'on regarde du côté de l'Institut de l'économie pour le climat, c'est les investissements. Pourquoi les investissements? Donc, ce qui transforme l'économie réelle, les investissements dans du béton, dans du dur, voilà, dans de l'infrastructure, dans du logement, dans des véhicules, dans tout ça, c'est ça qui va finalement obérer ou favoriser notre capacité à atteindre la neutralité carbone en 2050 ou notre capacité à nous adapter aux effets du changement climatique. Un investissement, ça dure plusieurs dizaines d'années. Et donc, quoi qu'on décide aujourd'hui, on est parti pour 10 ans, 20 ans, 30 ans de verrouillage ou au contraire de pas verrouillage, on l'espère, dans la marge de l'économie. Alors, peut-être pour vous mettre au parfum, donc ça vous le savez, nous avons un objectif en France de neutralité carbone à l'horizon 2050. Il y a le même au niveau européen, avec tout un tas de pays qu'il va falloir accompagner également dans la transition, mais retenez ça, zéro émission nette. ZEN, c'est un bel acronyme pour zéro émission nette en 2050. Donc ça veut dire qu'en 28 ans maintenant, en l'espace d'une génération, il va falloir diviser les émissions par 6 à 8 et augmenter les puits, la séquestration du carbone, par un facteur 2. Question à 100 roubles, comment fait-on? Je vais essayer de changer d'unité monétaire, je ne sais pas, trouvez-moi une autre unité monétaire plutôt que les roubles. Mais en tout cas, voilà, avec un petit jalon important qui est l'objectif européen 2030 que vous avez là, moins 50 en 2030. C'est comment fait-on pour transformer l'économie? Il y a une question de flux, les nouveaux investissements qu'on va faire, mais également, comme le disait Nicolas Dufourcq, il y a une question de stock. Comment fait-on pour transformer l'ensemble des véhicules, des infrastructures, des logements qui sont présents aujourd'hui et qui seront peut-être encore présents en 2050? Alors nous, on se pose la question du côté de la structure de l'Institut de l'économie pour le climat, et notre réponse, c'est il va falloir investir. 3 messages clés pour vous. Des opportunités d'investissement pour les porteurs de solutions. Il y en aura dans tous les scénarios, y compris des scénarios sobriété. On va revenir dessus. Deuxième message clé, il va y avoir besoin d'une transformation profonde des politiques publiques pour intégrer l'impératif climatique. Aujourd'hui, je le dis de façon rapide, ce n'est pas tout à fait le cas.
pour le dire de façon positive, il y a plein de marges de progrès et donc on peut travailler dessus. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout seul et j'espère que toutes les personnes dans la salle pourront également contribuer à la définition des objectifs et des voies et moyens pour y arriver. Et puis il va y avoir un besoin d'argent public, que ce soit pour faire des investissements publics qui vont être structurants et même pour attirer des investissements privés. L'essentiel du financement de la transition, ça va être de l'argent privé. Mais pour attirer cet argent privé, il va falloir de l'argent public en cofinancement, en accompagnement, etc. Et donc, au total, il va y avoir besoin d'argent public et de visibilité sur le moyen terme. Si je vous pose la question, combien d'argent public l'État mettra en 2023 ? Vous direz, c'est simple, je regarde le projet de loi de finances 2023 et modulo les amendements, je saurai. Si je vous demande, et en 2030, et en 2040, et en 2050, vous me direz, je ne sais pas. C'est embêtant quand on veut investir. Comment peut-on changer ça ? Allez, je vous donne quelques chiffres en mode mitraillette, en gardant un œil sur l'heure. Je vous donne quelques chiffres pour vous dire où on en est, où on devrait être. Où on en est. Donc aujourd'hui, 2021, nous on a regardé, on vient de sortir vendredi, comme le rappelait Thierry, notre panorama annuel, grâce au soutien du ministère de la Transition écologique et des collectivités territoriales, de l'ADEME, du ministère de la Transition énergétique, etc. On fait chaque année un panorama des investissements bas carbone en France. Donc 2021, sursaut dans les investissements bas carbone. Par rapport à 2020, qui était une année peut-être un petit peu baroque, je le concède, plus 18 milliards, on est aujourd'hui à 84 milliards d'euros d'investissements bas carbone en France. C'est bien, et puis surtout, vous voyez qu'en 10 ans, on a doublé les investissements bas carbone, publics et privés. Je ne différencie pas. Il y a de plus en plus d'argent qui va vers du bas carbone. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle aussi, alors, vous voyez l'effet plan de relance quelque part. C'est-à-dire que finalement, quand on met de l'argent public, des moyens pour accompagner les acteurs privés, ça marche, entre guillemets, il y a des investissements bas carbone qui ont lieu. C'est une progression réelle, je le souligne aussi. On pourrait se dire, bah ouais, mais facile, avec l'inflation, les prix augmentent, et donc les volumes augmentent, pas du tout. En fait, c'est une augmentation par les volumes, mais pas par les prix. Et puis, je vous ai mis les secteurs les plus dynamiques. Bon, voilà, les performances passées ne préjugent pas des performances futures ou l'inverse, comme on dit, mais en tout cas, ça vous donne une idée des secteurs qui sont les plus dynamiques, avec peut-être des hypothèques sur le futur, croissance modérée plus fragile des investissements climat, avec le renchérissement des matériaux et le renchérissement des prix des énergies. Mais on va laisser ça de côté pour l'instant. Alors, où on devrait être ? Il y a de plus en plus d'investissements bas carbone, c'est bien, c'est pas bien. Alors oui, je vais vous dire c'est bien, forcément, je travaille pour la transition écologique. La question, est-ce que c'est suffisant pour atteindre les objectifs de neutralité carbone ou pour rester sur la trajectoire ? La réponse n'est pas tout à fait. Aujourd'hui, donc, vous avez les investissements historiques. On a chiffré également, je ne sais pas si quelqu'un a parlé de la SNBC dans la table ronde précédente, on a chiffré les besoins d'investissement pour la stratégie nationale bas carbone, qui est la feuille de route bas carbone de l'État français. Il faudrait 22 milliards d'euros d'investissements publics et privés supplémentaires chaque année pour tenir cette feuille de route. Encore une fois, comment fait-on pour mobiliser ? Et puis, comme on est des gens un petit peu facétieux, on a aussi chiffré les scénarios de l'ADEME, les 4 scénarios de l'ADEME dont vous avez peut-être entendu parler. Les titres sont assez évocateurs. Génération frugale, c'est un scénario plutôt sobriété. Coopération territoriale, techno verte et pari réparateur, où là, en gros, on met à fond le pari sur les technos du futur, etc. Dans les 4 scénarios, qu'est-ce que vous observez ? Il y a besoin de plus d'investissements, publics et privés. Alors, dans un scénario pari réparateur ou techno verte, ça ne devrait pas vous surprendre. S'il y a besoin de modifier des technos, plus d'investissements, c'est à peu près normal. Même dans génération frugale, qui nécessite de profonds changements sociologiques, il y a besoin d'investissements. Pour faire très simple, si vous voulez que les gens fassent du vélo, il faut les pistes cyclables et les vélos. Voilà. Si vous voulez que les gens se chauffent moins, ça aide si leurs logements sont quand même rénovés ou de la rénovation énergétique, etc. etc. Traduction pour vous, il y a des opportunités d'investissement dans tous les scénarios, et puis je vais même dire dans tous les secteurs. Ce sont des chiffres minimums, c'est aussi quelque chose qu'il faut retenir, on ne couvre pas tous les secteurs. On aimerait bien, mais voilà, il y a des petits sujets de données, etc. Ça ne couvre pas tous les secteurs. Et par ailleurs, tous les scénarios de l'ADEME notamment ne bouclent pas forcément avec les points intermédiaires de moins 50 en 2030. Ils passent au-dessus. Donc s'ils sont au-dessus, ça veut dire qu'il faut réduire davantage les émissions et donc il y aurait besoin, a priori, de plus d'investissements. Opportunité, c'est peut-être ce qu'il faut retenir. En revanche, s'il y a des opportunités dans tous les scénarios, les secteurs et les objets sur lesquels il va falloir investir ne sont pas du tout les mêmes dans les différents scénarios. Alors là, accrochez-vous pour les codes couleurs, mais en gros, chaque petite barre représente les différents scénarios, on va dire. Et puis la SNBC, vous avez le scénario actuel, donc ce qu'on fait aujourd'hui. C'est des gros histogrammes bleus. Et donc, vous voyez qu'en fait, il y a un gap d'investissement qui n'est pas le même selon les secteurs et qu'en fait, les objets très concrets sur lesquels il va falloir investir sont grandement différenciés selon les choix politiques qui sont faits. Traduction pour vous, essayez de faire clarifier par l'État ou contribuer activement à définir le scénario dans lequel on va se trouver. Est-ce qu'on va se trouver dans S1, S4, dans une prolongation de la SNBC, alors qu'on va discuter de la SNBC 3, quelle tronche, entre guillemets, va avoir la SNBC ? Qu'est-ce que vous voudriez, à quoi vous voudriez qu'elle ressemble ? Voilà.
sujet pour vous. Et puis accessoirement, vous pouvez ensuite demander à l'État et l'aider à construire la trajectoire de financement de moyens publics qui vont être dédiés à l'atteinte de ces scénarios, histoire d'accompagner les acteurs privés qui vont apporter encore une fois l'essentiel des financements. Alors, j'ai parlé du vert, c'est super, il va falloir plus de vert, il va aussi falloir moins de fossiles. Alors ça, c'est le double effet qui se coule. En gros, en 2050, tout l'investissement sera vert, je simplifie outrageusement, et en 2050, il y aura 0 investissement fossile, et même bien avant, parce qu'un investissement, ça a une durée de vie longue. Donc allez, pour simplifier, 2040, investissement fossile égale 0, versus aujourd'hui 62 milliards. Comment fait-on pour baisser de 60 à 0 et accessoirement augmenter les investissements verts en même temps? Voilà, je vais aller très vite dessus. On observe en tout cas un recul très net des investissements fossiles sur les 2 dernières années. Pour faire très très simple, c'est le recul des immatriculations de véhicules thermiques. Pour tout un tas de sujets, voilà, difficulté d'approvisionnement, mais également réglementation qui pointe le bout de son nez, etc. Et donc ça, en tout cas, il va falloir prolonger cette tendance et s'assurer qu'on passe encore de 62 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2022, on investit chaque année 62 milliards d'investissements qui sont incompatibles avec la transition. Donc il va falloir arrêter très rapidement. Je vais dire un petit mot, et je finirai là-dessus, des collectivités locales. Quand on parle dépenses publiques, dedans, il y a de l'investissement public, c'est pas que ça, mais il y aura besoin de beaucoup d'investissement public. Et qui dit investissement public, c'est pareil, je simplifie outrageusement, c'est essentiellement de la dépense, de l'investissement des collectivités. Et essentiellement, je simplifie encore plus, le bloc communal. En gros, ce sont des donneurs d'ordre intéressants, énormément d'argent qui est mobilisé, des donneurs d'ordre qui peuvent être très intéressants et peuvent faire un petit appel d'air. Voilà un petit peu, disons, les investissements climat qui devraient être faits, d'après la SNBC2, par les collectivités. Donc vous voyez un petit peu tout ce qui est... vous voyez un petit peu les secteurs sur lesquels vous pourriez avoir intérêt à vous pencher. Vous voyez rien? OK. Aménagement, je vous l'ai dit dans l'ordre. Aménagement cyclable, rénovation énergétique des bâtiments publics, infrastructures ferroviaires, énergie, éclairage public, verdissement des flottes de véhicules des collectivités, matériel roulant ferroviaire, bornes de recharge électrique, transport en commun urbain. C'est un petit peu tout ce que vous avez, les besoins d'investissement, pas ceux qu'on a inventés, ceux qui sont dans la SNBC2. Et il faudrait 12 milliards d'euros d'investissement de ces collectivités. Combien investissent-elles aujourd'hui? Je vais y arriver. La réponse est à peu près la moitié. Donc il va falloir qu'elles fassent x2. Question, ça pose tout un tas de questions. Comment les accompagner? Comment l'État peut les accompagner, etc. Mais sous réserve qu'elles arrivent à faire cet effort d'investissement, donc qu'elles aient les moyens de le faire, ça veut dire aussi, pour vous, derrière, des marchés, des opportunités, etc. Là, je vous ai mis des petits pictogrammes, comme ça vous voyez très clairement le type, la nature des secteurs sur lesquels il peut y avoir des choses à faire. Voilà, et encore une fois, on retrouve, alors en rose, c'est les aménagements cyclables, ça paraît bête, mais si vous voulez que les gens fassent du vélo, il faut des aménagements cyclables. J'enfonce des portes ouvertes, et les aménagements cyclables, c'est pas que pour Paris, c'est pour toutes les zones denses, et même parfois, poussons le bouchon un peu loin, ça peut être dans des zones un petit peu moins denses. Transport en commun, pareil, gros appel d'air là-dessus à attendre, en tout cas, par rapport dans le futur. Un dernier élément, et là c'est vraiment ma dernière diapo, un marché aussi qu'il faudrait peut-être regarder, c'est la question de l'adaptation au changement climatique. Je l'ai dit de façon très rapide. Aujourd'hui, la question de l'adaptation au changement climatique n'est pas complètement intégrée dans la politique publique. Je le dis de façon elliptique. Il y a un plan national d'adaptation au changement climatique qui a le grand mérite d'exister en France, mais qui intéresse essentiellement, Thierry, désolé pour ça, qui intéresse essentiellement quelques fonctionnaires du ministère de la Transition écologique et quelques personnes de think tank, dont moi, qui n'intéressent pas tout à fait d'autres ministères peut-être un peu plus structurants dans la vie économique. Question à 100 roubles, et quand nous on a peigné le budget de l'État, et on a vu 50 milliards d'euros d'investissement public dans une année normale, dans lequel manifestement on ne se pose pas vraiment la question de l'adaptation au changement climatique, dans lequel on pourrait se la poser, en tout cas remettre en cause l'hypothèse implicite de stabilité du climat. Je dis ça au cas évidemment improbable où le climat changerait dans les prochaines années. Vous savez évidemment qu'il n'en est rien, donc, mais au cas improbable où, eh ben voilà, ça pourrait être malin d'introduire dans tous ces dispositifs de financement, de cofinancement de l'État, la question de l'adaptation et donc remettre en cause, disons, cette hypothèse implicite qu'on fait. Derrière tout ça, c'est pareil, il y a des marchés, des opportunités. Donc partons du principe que l'État arrivera à climatiser, à adapter l'ensemble de ces 50 milliards, hypothèse raisonnable, en tout cas faisable. Quels sont les marchés qui s'ouvrent derrière vous? Pour ça, il y a tout un tas de choses, on pourra en reparler. Le temps me manque malheureusement, mais je pense qu'on pourra en reparler à loisir. Et si j'ai un dernier message à vous faire passer, allez sur notre site web, tout ce qu'on fait est public, tous les chiffrages là, que j'ai mis, on a plein de documents publics, des petits billets aussi qui sont lisibles en 30 secondes, y compris sous la douche, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas les lire. Vous avez des rapports de 120 pages avec toute l'analyse technique derrière. Et puis si vous avez un truc à faire, c'est inscrivez-vous à notre newsletter. Tous les vendredis matins, vous aurez une newsletter thématisée. Donc en 30 secondes, vous savez si vous pouvez arrêter de lire ou si vous avez besoin d'y passer le week-end. Voilà. Et puis encore une fois, tout ce qu'on fait est public, discutable au sens scientifique du terme, c'est-à-dire que c'est là pour être discuté.
Voilà, on n'a pas la vérité infuse, on est là pour discuter avec les pouvoirs publics, avec les acteurs privés, et on est tout à fait prêt à revoir des chiffrages que l'on a fait. Si vous trouvez que nos chiffrages sont nuls, remplacez-les par les chiffrages qui vous vont bien, et ensuite allez faire votre travail pour influencer les différentes politiques publiques qui vous intéressent. Voilà, merci beaucoup. Faut que je me remette au-dessus? Non, c'est bon. Merci Benoît. Vraiment, vous voyez l'effort qu'on a demandé. C'est en moins de 15 minutes de vous donner un panorama des investissements existants et des tendances des investissements à venir, très important pour vous, avec les zones sur lesquelles vous pouvez avoir des marchés. Naturellement, comme on avait une séquence de 20 minutes, on a voulu quand même garder un peu d'interactivité. Y a-t-il des questions dans la salle sur ces éléments, sur ce que ça évoque pour vous, des questions plus précises? Oui, un micro arrive. Et vraiment, merci de cette célérité. Un de nos intervenants tout à l'heure dans une table ronde a dit « Je parle vite parce que de toute façon, nous devons aller vite pour résoudre les problèmes. » C'est pas faux. Oui, c'est une question super vite. En fait, je travaille beaucoup pour les villes européennes. Je vois les nécessités sur les investissements. Et j'étais surprise de voir qu'un peu c'est énergie, bâtiment et mobilité. Qu'est-ce qu'on fait de la transition alimentaire? Et qu'est-ce qu'il y a des nécessités d'investissement là? Parce que je trouve que parfois, on arrête toujours sur mobilité énergie. Et il y a aussi beaucoup d'autres arrêts d'intervention. Alors pareil, je vais faire une réponse courte. Alors nous, on essaye déjà de regarder en rétrospective tous les investissements sur l'ensemble des secteurs de l'économie, y compris des secteurs sur lesquels on n'a pas trop de visibilité. Alors l'agriculture, l'industrie en fait partie aussi. Mais on essaye de peigner tout ça. On travaille avec l'ADEME, avec le service statistique du ministère de la Transition écologique. Donc en rétrospectif, je le dis vite, on a à peu près une bonne image. En prospectif, en revanche, pour calculer tous ces besoins d'investissement, on a besoin de s'appuyer sur une trajectoire solide. Alors sur la partie énergie, que ce soit production ou usage, ça va, on voit à peu près. Modulo, quelques éléphants dans la pièce. Le nucléaire, la grande hydro. Sur l'agriculture et l'alimentation, on a un petit sujet. C'est qu'en fait, il n'y a pas de définition officielle, je parle sous contrôle de Thierry, de ce qu'est une agriculture et une alimentation durable. Est-ce que c'est du bio? Est-ce que c'est du HVE? Est-ce que c'est du je sais pas quoi? Et en fait, comme il n'y a pas cette trajectoire, disons, de durabilité, on a du mal à déterminer c'est quoi la bonne trajectoire d'investissement durable. Donc là, il y a un petit sujet, voilà. Ça veut dire qu'à un moment, nous, on est des gens très légalistes. On prend les documents officiels de l'État, on les transforme en chronique d'investissement. On a pris l'ADEME parce qu'on considère que c'est suffisamment proche de la puissance publique. On ne s'est pas amusé à chiffrer tous les investissements de Négawatt, du Schiff Project, etc. Enfin, toutes les trajectoires. On pourrait le faire. On a fait des travaux sur la transformation agricole et alimentaire. Ce n'est pas tout à fait le même exercice, mais on a déjà regardé comment se finançait la ferme France aujourd'hui, enfin, au sens l'amont, c'est-à-dire vraiment les champs, et puis l'aval, toute la partie agroalimentaire. Comment ça se finançait en termes d'équité, enfin de fonds propres, de dette, quels étaient les subsides publics qui arrivaient et les revenus liés les revenus des consommateurs, enfin liés aux consommateurs. On a regardé tout ça. Le verdict, en gros, modulo la définition de l'agriculture durable, que du coup on a décrété parce qu'on n'en avait pas. Le verdict, en gros, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont alignées avec de l'agriculture durable. Je vous renvoie vers notre site web et on est tout à fait prêt à en parler. Question à 100 roubles après, c'est comment fait-on pour aligner les financeurs, les consommateurs, la puissance publique. Voilà. En tout cas, c'est une excellente question, effectivement, d'arriver encore à préciser ce sujet, ce domaine. Y a-t-il autre question? Alors, deux questions, une là et après une devant, et après on enchaîne. J'avais une question à la fois le micro. Donc Thomas Vial, Business France. Est-ce que les scénarios d'investissement et les volumes d'investissement comprennent également les scénarios de balance commerciale, puisqu'on économiserait, première question, à la fois une économie, mais aussi une ressource supplémentaire sur des technologies qu'on exporterait, puisqu'il y a une transition? Alors la réponse courte est non, c'est-à-dire que nous, on s'intéresse vraiment uniquement à de la microéconomie. Enfin, finalement, on fait de l'évaluation ou de la quantification des besoins d'investissement. On n'a pas mis ça ensuite dans des modèles macro. Deux informations. Alors, l'ADEME utilise nos quantifications d'investissement pour le mettre dans son modèle macro. J'avoue que je ne sais pas s'ils ont fait un run, enfin s'ils ont fait une sortie sur la base de leur micro, mais sur la base de leur modèle. Regardez le site web de l'ADEME, je vais essayer de me renseigner de mon côté. Et par ailleurs, France Stratégie, il y a Jean Pisani-Ferry qui accessoirement est mon président, qui a une mission d'Elisabeth Borne pour travailler avec France Stratégie sur justement l'intégration du climat dans la macroéconomie. Et donc,
On est évidemment impliqué dans le groupe de travail, pas parce que Jean Pisani-Ferry est notre président, mais tout simplement parce qu'on a les chiffres sur les besoins d'investissement. Donc la question, c'est comment on nourrit ça dans des modèles macro pour ensuite travailler sur des agrégats macroéconomiques que les gens normalement constitués à Bercy peuvent à peu près comprendre, type balance des paiements et autres OST de ce genre. Moi, mon sujet, ça va être la biodiversité, c'est-à-dire dans quelle mesure on prend en considération les services écosystémiques, puisque finalement, si demain on n'avait plus, je vais parler de pollinisateurs, l'action des pollinisateurs, on aurait des coûts hallucinants à devoir supporter pour pouvoir s'assurer une alimentation de demain. Aujourd'hui, dans certains discours, parfois, on nous dit en fait, ça coûte cher de s'occuper de cette biodiversité en sachant qu'on n'en voit pas un intérêt tout de suite. Quand on parle de carbone, de réduction des énergies, c'est immédiat, on peut le voir, constater des choses. Mais la biodiversité, on l'oublie assez souvent. Donc, est-ce que vous auriez des éléments sur ces aspects-là? Alors pour faire très court, biodiversité, on ne travaille pas dessus, puisqu'on est l'Institut de l'économie pour le climat. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en préoccupe pas. Mais non, il y a des collègues, alors soit les collègues de CDC Biodiversité, soit l'IDRI qui travaillent sur ces sujets. On ne l'oublie pas néanmoins. Typiquement, notamment, on a toute une équipe qui travaille sur les problématiques agricoles et forestières. Donc, notamment dans le panorama des financements du monde agricole. En fait, quand on a défini ce qu'était une agriculture durable, on s'est rendu très, très vite compte que ça n'avait aucun sens de parler d'agriculture bas carbone. Il fallait parler agriculture durable en intégrant le crapaud à ventre jaune et autres OST de ce genre, enfin les petites bébêtes sans lesquelles, au total, ça ne sert pas grand-chose de parler de climat. Donc il y a la question du bas carbone, il y a la question de l'adaptation et puis il y a la question de la biodiversité. Et la question des ressources qui arrive aussi derrière. Et la question des ressources, avec des sols. Avec le GIER qui se réunit actuellement en France, effectivement, ces jours-ci, là, lundi, mercredi, avec des enjeux. Mais donc, c'est pour dire qu'effectivement, ça ne couvre pas ce sujet-là, mais qui devra être couvert, parce qu'effectivement, il va falloir intégrer dans une économie l'ensemble des dispositifs et des leviers à mobiliser. Après, je crois comprendre qu'Antoine Payon intègre la question de la biodiversité Exactement. Dans sa réflexion. Donc c'est... Tout à fait. Dernière question ? Oui. Moi, je ne connais pas cet institut. La première chose que vous faites, c'est un constat. On est d'accord ? On aime bien parler de chiffres au départ, plutôt que de s'empailler sur des débats théologiques sur le sexe des anges. Mais on est d'accord, vous faites un constat. C'est un constat que vous venez de nous faire. Et vous venez aussi de nous faire le constat que ce n'est pas aligné, donc pas gérable par rapport à l'objectif. Donc ça, c'était la première chose que je voulais voir avec vous. C'est bien un constat qu'on est en train de faire. La deuxième, c'est est-ce que vous faites du coup des recommandations ou comment vous agissez? Et la troisième, très rapidement, est-ce que l'illusion de la finance verte, ça vous parle? J'imagine que oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ok, alors... très rapidement, on fait des constats. En fait, c'est qu'on aime bien avoir des chiffres au départ. Typiquement, savoir si est-ce qu'on a besoin de discuter du pacte de stabilité et croissance des 3%. Avant ça, voyons combien d'investissements on va avoir besoin. Parce que si ça se trouve, on n'a pas besoin même de se poser la question de la remise en cause du pacte de croissance et de stabilité. En fait, vraiment, on aime bien parler chiffres au départ. Deuxième élément, est-ce qu'on fait des recos dessus? Oui. En fait, ça, ce que je vous présente, c'est un support de discussion. Donc typiquement, ces chiffres qu'on produit avec la complicité bienveillante de l'ADEME, du MTE, etc., c'est aussi un support de discussion. Là, on les a sortis vendredi, mais en fait, ça fait 2 mois qu'on fait le tour des administrations pour présenter les chiffres, dire voilà ce que nous on trouve, comment vous voyez les choses, etc. Et notamment Antoine Payon, on allait lui présenter il y a 2 mois. Donc c'est le genre de choses, en tout cas, on leur donne ces chiffres et on les incite à réfléchir, on fait des recommandations, etc. Pour donner une illustration très concrète de ce à quoi ça a servi, en 2020, il y a eu une petite crise. Enfin, je ne sais pas si vous avez ça en tête. Et en fait, on se dit, tiens, il va manifestement y avoir une grosse crise. Il va y avoir un plan de relance par de l'investissement derrière. Et nous, comme ça fait 10 ans qu'on fait ce travail d'évaluation des investissements, on se disait, okay, il y a un gap d'investissement. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un plan de relance par de l'investissement qui permette en même temps de combler le gap climatique? Et donc, en avril 2020 et en juillet 2020, on a sorti 2 notes avec un plan de financement de la transition, en gros des propositions pour alimenter le plan de relance, pour faire très simple. Finance verte. Voilà. Et dans les 30 milliards du plan de relance, on retrouve à peu près nos petits, pas complètement, mais on voit à peu près quelle est la logique. Finance verte, illusion de la finance verte, pour faire très simple, nous on travaille sur les questions de finance verte, ou plus exactement on travaille sur les questions de verdissement de la finance. Le sujet, c'est pas d'avoir de la finance verte, de faire un petit peu plus de finance verte avec des obligations vertes et je sais pas quoi. Le sujet, c'est voir objectif 3 de l'accord de Paris, aligner les flux financiers avec. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est Rémi Rioux, le directeur général de l'AFD, il dit ça veut dire transformer le système financier. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, nous, on travaille sur des questions de régulation financière, parce que l'industrie financière a la grande chance d'être extrêmement régulée. Heureusement, on ne peut pas ouvrir une banque ou une assurance demain. Voilà. Donc, on travaille sur ces questions et on travaille sur les questions des pratiques des institutions financières publiques.
la Caisse des dépôts, la FD, mais également, enfin, il y en a plein d'autres qu'on connaît un peu moins, mais finalement, ou la BPI France, comment finalement, par leur action qui est assez structurante, elles peuvent contribuer à verdir l'économie réelle. Le plan A, c'est le verdissement de l'économie réelle. Jouer avec la régulation financière, c'est le plan B, déjà. On est déjà sur un modèle dégradé. Voilà, écoute, merci Benoît, c'était quand même un exercice terrible qu'on t'a demandé de faire. Avec beaucoup de contenu, je vous invite vraiment à aller regarder effectivement sur le site et je vous invite effectivement à enchaîner sur la table ronde suivante qui est particulièrement intéressante parce que, comme l'a dit Benoît, il y a un enjeu d'investissement des collectivités territoriales, des métropoles et des grandes métropoles européennes à animer, qui sont des puissances d'achat qu'il faut savoir activer pour nos startups innovantes.